C'est des pensées qui donnent le vertige, hein. Quand tu y penses, tu te dis, ouais, c'est 80 personnes directes, c'est en moyenne, on va dire, bon, comme on est assez jeune, tout le monde n'a pas d'enfants et des conjoints, mais si c'est en moyenne 3 personnes par famille, tu vois, t'es déjà à 240 personnes qui dépendent un peu de l'écosystème. Mais moi aussi, je dépends de ces 80 personnes-là, en fait. On est tous liés. Il est le fondateur de Bond, qui est une entreprise sociale qui offre des solutions RSE clés en main et qui est connue pour être activement impliquée dans le reboisement à Madagascar. On a la chance d'avoir avec nous Max Fontaine. Bienvenue. Merci Axel. À ton retour à Madagascar, toi et ton équipe êtes incubés à Nexta. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette époque où vous vous construisiez au sein d'une structure justement pour les très jeunes entreprises ? Alors nous, on était dans la première promotion des entreprises incubées chez Nexta. L'objectif, c'était vraiment de pouvoir concevoir, travailler sa solution, construire l'équipe, avoir des bureaux. L'avantage, c'est que les infrastructures sont vraiment modernes. On se sent un peu comme dans une mini Silicon Valley à Madagascar. On avait une salle, plein de salles de réunion, un amphithéâtre. Et ça nous a aussi permis d'être en réseau avec le groupe Action, les différentes entreprises du groupe Action, qui est un grand groupe à Madagascar. Et après aussi d'avoir des conseils, du mentorat avec Carole, qui est la directrice de Nexta. D'accord. Au tout début, Bond, c'est avant tout, on va dire, une aventure entre amis. Hein. Je pense que ça a ses avantages d'entreprendre quelque chose avec ses proches. C'est que bon, on peut se dire les choses, quand il y a des choses à se dire. Mais bon, comme toute chose, j'imagine qu'il y a aussi peut-être des difficultés parfois. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, surtout au tout début de l'aventure entre vous ? Au tout début, déjà, il y avait zéro moyen. Donc, les seules personnes sur qui je pouvais compter, c'était des proches, des amis. Et il faut pas avoir peur, en fait, de demander de l'aide autour de soi quand on commence un projet. Après, avec le recul, avec les projets qui avancent, je t'avoue que maintenant, si je peux ne pas travailler avec des amis, je préfère le faire. C'est quand même difficile dans les moments des fois de tension. Il faut accepter qu'on n'est pas tous les mêmes avis. Mais après, par exemple, aujourd'hui, mes associés, ce sont des personnes avec qui je m'entends extrêmement bien personnellement. Je les considère comme parmi mes meilleurs amis. Et ça montre quand même qu'on peut le faire. Il y a pas mal de personnes aussi que je considère comme des amis dans l'entreprise. Mais aujourd'hui, entre deux personnes à compétences égales, je préfère choisir celui qui n'est pas mon ami. Ah, d'accord. C'est vrai que c'est un point de vue intéressant. Moi, je me demande justement, quand toi, à l'époque, avec tes amis, vous décidez de préparer le lancement de Bond avant même d'être de retour à Madagascar, comment les choses se sont structurées à l'époque ? Je veux dire, est-ce que à ce moment-là, vous êtes tout de suite dit, bon, on sait que, écoutez, c'est sûr, on va mettre Max au CEO, un tel sera tel poste, telle fonction, ou est-ce que vraiment vous êtes allé au feeling, et c'est une fois incubé à Nexta, en fait, que vous avez commencé à vous structurer, on va dire, comme il faut. Ouais. Alors, déjà, l'idée, quand moi, personnellement, avant même l'équipe, l'entreprise, j'étais au Canada pour mes études. Avant de rentrer à Madagascar, je savais que si je rentrais au pays, c'était pour travailler avec les populations locales. On sait que 80% de la population malgache habite dans les campagnes. Et pourtant, on sait aussi que 80% de la population malgache vit sous le seuil de pauvreté. Donc, on fait vite un rapprochement, c'est pas un hasard. Donc, moi, il n'y avait pas encore de bond ou de reboisement ou quoi. Je savais juste que je voulais travailler avec les agriculteurs, avec les paysans, et que ça allait être des projets basés autour de l'environnement, autour de l'agriculture. Donc, j'avais déjà lancé un premier projet quand je suis rentré d'agriculture. J'avais trouvé des financements à l'étranger. Et on va dire que le projet, il n'a pas extrêmement bien marché. Ça patine un peu. C'était un projet techniquement très difficile à réaliser. Mais quoi qu'il arrive, c'était une excellente expérience. Et après, il y a eu l'idée de Bond qui est venue. Et je me rappellerai toute ma vie, les premières réunions, moi j'avais juste une graine, une idée dans ma tête, et on était 8 personnes que j'ai réunies un soir dans mon appartement. En même temps, je travaillais aussi dans une usine de textile, j'étais contrôleur de gestion, et on faisait les réunions tous les mardis soirs, de 19h à 2h, 3h du mat. Et toutes les autres personnes dans cette salle de réunion, qui étaient chez moi, avaient leur travail au quotidien en fait. Et c'était vraiment un projet qu'on faisait un peu en supplément.
et comment on a défini les postes, les responsabilités. Bon, déjà, on va dire que moi, j'avais apporté l'idée, je savais où est-ce qu'on voulait aller, et mon rôle en tant que leader, c'était de voir qui je pouvais embarquer dans cette aventure. Et c'est une aventure folle, hein, c'est pas juste venez, on crée une entreprise ou quoi. Vu la mission, vu l'envergure de la mission, il faut vraiment des gens aussi fous pour me suivre là-dedans. Et après, on regarde un peu les compétences de chacun, qui est plutôt bon dans la créativité, dans la communication, qui est bon plutôt au niveau finance, qui est bon au côté technique, agricole. Et c'est comme ça qu'on définit un peu les rôles. Mais au début d'une start-up, tout le monde doit faire un peu de tout. Ouais. Même quand on était déjà structuré en tant qu'entreprise, la première année de reboisement, même le comptable, il venait dormir pendant 7 jours sur le terrain avec nous, dans une cabane où il n'y avait pas de toilette, pas de cuisine, on se douchait dans la cascade. Ouais. Donc même le comptable, il venait planter des arbres. D'accord. Et c'est après, maintenant qu'on commence à grandir, qu'il y a un vrai besoin de se structurer avec des vrais départements, des responsables, des directeurs. Mais c'est vraiment super du coup, parce que j'en parlais avec d'autres invités justement, mais c'est cette idée que, comme quoi, on peut lancer quelque chose de grand tout en ayant, en tout cas au début, un travail en parallèle, parce que c'était le cas pour vous tous du coup à l'époque. Toi, c'est à quel moment en fait ça fait tic dans ta tête, tu te dis bon, ok, c'est bon, là, je peux me permettre de laisser mon travail pour me concentrer à 100% avec mon équipe. Et d'ailleurs, j'imagine que tu leur as dit peut-être à un moment aussi, bon, bah écoutez, maintenant, il va falloir choisir, on le fait ou on le fait pas. À quel moment ça s'est passé et bah, comment vous avez processé tout ça un petit peu? Bah, en fait, maintenant que tu me poses la question, j'ai jamais réfléchi, mais j'ai jamais imposé à quelqu'un d'arrêter ce qu'il faisait ailleurs pour se mettre à fond dans le projet qu'on avait lancé. Chacun doit être responsable et on n'a pas tous le même timing, on n'a pas tous les mêmes obligations. Il y en a peut-être qui doivent aider leur famille, il y en a qui ont peut-être des enfants, etc. Donc, qui suis-je pour dire arrête de faire ce qui te ramène ton pain sur la table tous les soirs? Par contre, moi, je me rappelle très bien, on était censé, c'était en 2019, on était censé faire une levée de fonds, enfin un crowdfunding, pour demander un peu à nos proches de financer le début du projet. Et on était censé lancer cette cagnotte au mois de juin. Donc, c'était pas en centaines de milliers d'euros, quoi. C'était vraiment juste pour nous permettre de commencer le projet. Et du coup, au mois d'avril-mai, j'ai posé ma démission parce que j'étais persuadé qu'en juin, on allait avoir de l'argent. Et j'ai démissionné. Allez, maintenant, je suis à fond dans mon projet, etc. On n'a pas touché un seul arrière avant un an, même après ça, quoi. Donc, ouais. Et je me rappelle, les personnes un peu plus expérimentées, même ma mère me disait ouais, un tiens, vaut deux, tu l'auras. En mode, garde d'abord ton travail qui te permet de te nourrir, etc. Et quand Bond va commencer à ramener de l'argent, tu peux démissionner. Et est-ce que c'était une erreur? On ne sait pas. Hein. Peut-être que si j'avais pas démissionné à ce moment-là, j'aurais pas pu m'engager à 100% dans Bond. Il y a aucun regret, mais ça montre quand même que c'est un vrai dilemme quoi, pour un entrepreneur de quitter sa source de revenus. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Justement, moi je pense un des moments charnières pour une jeune entreprise, c'est quand il arrive à trouver son premier gros client ou premier gros partenaire. À quel moment ça s'est passé pour vous? Et justement, comment tu as fait à l'époque avec ton équipe pour convaincre cette ou ces entités-là, justement, de vous faire confiance et de vous accompagner dans cette aventure? Notre vrai challenge, c'est qu'en fait, on devait vendre des projets de reboisement à des partenaires, à des entreprises, sauf qu'on n'avait même pas une pépinière. Donc, on devait les convaincre. Et nous, on disait, oui, on est des experts, etc. Parce qu'il y avait des ingénieurs, il y avait des compétences, mais on n'avait rien réalisé encore. On n'avait même pas planté un seul arbre. Et on devait leur vendre ça sur un PowerPoint. Et on sera ad vitam aeternam reconnaissant aux partenaires qui ont cru en nous quand on n'avait rien, quoi. Juste nos visages et nos idées. Et je me rappelle très bien, le premier chèque qu'on a reçu, donc le premier partenaire de l'histoire de Bond, c'était Comdata, un centre d'appel. Et c'était vraiment... Aujourd'hui, on considérait que c'est un mini-contrat, quoi. C'était vraiment rien. Mais je me souviens... Quand je suis allé chercher le chèque là-bas, et je parle de quelques centaines d'euros, quoi, même pas en milliers. Ouais. Mais j'ai jamais été aussi content de récupérer un chèque. Il y avait un vrai feeling. Je me rappelle, je suis allé dans le bureau de la compta, j'ai pris le chèque, je l'ai mis dans mon sac, j'ai mis mon casque de moto,
Et pendant 10 minutes sur le trajet, j'ai crié tellement fort dans mon casque, tellement juste j'étais heureux. Ça matérialisait le début de l'aventure. Ouais. Je suis devenu fou. S'il y avait quelqu'un dans ma tête à ce moment-là, il devrait se dire mais qu'est-ce qu'il a ce gars-là. Et après, ça a très vite pris. 2 semaines après, on a signé notre plus gros contrat de cette année avec Telma qui nous a permis de construire nos infrastructures, de développer notre pépinière, d'embaucher les premières personnes. Et après, c'est que le boulot qui a fait que ça a continué. Mais les premiers contrats, c'est... Pareillement aussi, je me rappelle la première fois qu'on a touché un salaire. Ça aussi, c'était quelque chose d'incroyable. C'était des sommes qui peuvent paraître ridicules, je dirais, même s'il n'y a pas de petits gains. Mais on était 4 à ce moment-là dans l'entreprise. Et je suis allé à la banque pour retirer le cash. Ouais. Et je me rappelle, c'est la première fois que je retirais du cash comme ça à la banque. J'ai dû acheter un bonnet dans la rue pour mettre l'argent dedans parce que j'avais même pas de sac. Et j'ai tout préparé, les 4 petits tas dans le bureau. On était chez Nexta. Et il y avait parmi les collaborateurs, parmi les 4, il y en a qui ont pleuré, etc. C'était un des moments de joie alors que c'était des salaires, voilà quoi. Ouais, wow. Ça montrait quand même toute la difficulté, toutes les épreuves que vous avez dû traverser justement avant d'arriver à cet instant T justement où les choses ont pu se faire. Tu parlais tout à l'heure de travailler justement avec des spécialistes. Il y a 3 ans, quasiment jour pour jour, tu donnais une interview pour un média, Africa 24, dans lequel tu faisais part en fait des difficultés de l'entreprise d'embaucher des gens qui étaient spécialistes dans le domaine de l'environnement, entre autres. Déjà parce que la main-d'œuvre était rare, mais de deux parce que généralement, justement, du fait qu'elles étaient rares, elle bossait déjà avec des entreprises ou des entités. Aujourd'hui, avec la notoriété dont Bond dispose, est-ce que c'est toujours un challenge pour vous en termes de RH, ou est-ce que finalement là, avec justement toutes les choses que vous avez pu accomplir et toute la com qui accompagne ces actions-là, est-ce que les choses se sont arrangées sur ce côté-là ? C'est marrant d'avoir ce contexte un peu 3 ans plus tard. Oui, le recrutement, je dirais, les ressources humaines, c'est toujours très compliqué à Madagascar. Après, avec l'évolution de l'entreprise, en étant un peu plus reconnu, en ayant un peu plus de moyens, on a pu se permettre d'embarquer dans l'aventure des personnes plus expérimentées et plus compétentes. Et ça fait quand même la différence, mais on n'a pas le choix. Nous, en tant que gestionnaire, en tant que leader, si on veut pouvoir se concentrer sur la stratégie, on a besoin d'avoir des spécialistes. Et les premières années, même moi, j'ai dû apprendre énormément sur le domaine. J'ai lu des dizaines et des dizaines de thèses, de mémoires, de recherches sur l'agronomie, sur les écosystèmes, sur l'environnement, sur le travail avec les paysans. Et on a eu pas mal de turnover les premières années parce qu'on devait recruter beaucoup de personnes qui sortaient d'université, beaucoup de stagiaires parce qu'on n'avait pas les moyens. Et donc oui, je pense que ça s'est amélioré. Clairement, là, l'équipe, elle est beaucoup plus stable. C'était vraiment un des objectifs aussi, stabiliser la structure, voilà, que les personnes compétentes puissent vraiment s'engager. Je disais tout à l'heure au début, maintenant, on a des personnes qui sont des parents, des personnes qui ont des foyers, donc on peut pas faire n'importe quoi non plus. Ça motive, ça responsabilise en tant qu'entrepreneur d'avoir des personnes comme ça. Là où il y a un peu de difficulté, je trouve encore à Mada, c'est par rapport aux soft skills. Des personnes compétentes, il y en a. Un ingénieur, s'il a son diplôme, c'est qu'il arrive à remplir certaines compétences. Mais après, le fait d'être proactif, le fait d'avoir une vision globale, le fait de vouloir résoudre les problèmes avant qu'ils arrivent, le fait de s'exprimer, par exemple, face à des clients, face à des fournisseurs, ça, c'est quelque chose, je trouve, où on a quand même du mal en tant que malgache. Ouais. Et bon, aujourd'hui, vous avez à peu près un peu plus de 75 personnes qui travaillent chez Bond. Je pense qu'il y a quand même une réelle croissance là. Par rapport au début de l'aventure, aujourd'hui, toi en tant que CEO, comment tu fais pour gérer tout ça ? Parce que, qu'on le veuille ou non, quand même, sur une période relativement courte, vous avez multiplié votre effectif par je ne sais combien. Pour toi, ça a changé quoi dans la manière dont tu manages l'équipe et la manière dont tu diriges l'entreprise ? Alors, je pense dans le day-to-day, bien sûr, il y a plus de responsabilité de devoir payer 80 salaires à temps plein à la fin du mois, quoi qu'il arrive. Le matin, quand tu te lèves, même si tu as un peu la flemme aujourd'hui, tu sais que tu dois y aller, quoi. Mais
c'est pas quelque chose qui est si intimidant que ça parce que l'entreprise, elle a toujours, pour moi, c'est quelque chose de primordial. C'est qu'elle est grandie de manière saine. Et depuis le day one, avant même qu'on soit structuré en tant qu'entreprise, je disais aux associés, cette entreprise, elle va grandir proportionnellement à nos épaules. Donc on n'a jamais eu de levée de fonds, on n'a pas explosé du jour au lendemain. On a toujours su dans quel type de projet on s'engageait, comment gérer la structure. Et donc de l'intérieur, c'est pas si impressionnant ni intimidant que ça parce que c'est nous, on l'a vécu en fait. On n'est pas passé de 4 à 80 du jour au lendemain. On était 4, après on était 15, après on était 30, après 40, maintenant 80. Et c'est pas une course non plus à l'embauche. Les 80 là, c'est vraiment les personnes qui sont en CDI, c'est nos collaborateurs. Après, dans chaque province aussi, dans chaque région, on a des projets. Il y a des régions où on a plus de 100 collaborateurs qui travaillent tous les mois pour reboiser avec nous, par exemple. Ça, pour moi, c'est autant une responsabilité que les 80 qui travaillent au quotidien avec nous. Ouais. Et justement, tout à l'heure, tu parlais du fait que même si ça arrive, que le matin, quand tu te lèves, bon, tu sens que tu n'as peut-être pas l'énergie habituelle, que tu as éventuellement un petit peu la flemme, mais quand tu penses justement à ton entreprise et au fait que aujourd'hui, il y a des gens qui dépendent de toi, est-ce que dans le fond, parfois, c'est pas quelque chose qui t'effraie, toi, tu vois? Genre, tu te dis, j'ai limite pas le droit à l'erreur. Parce que si jamais on se plante, ok, il y a peut-être 80 personnes, mais si jamais parmi ces 80, il y en a qui ont déjà une petite famille, par exemple, c'est potentiellement des centaines de gens qui sont impactés. Est-ce que toi, tu y penses parfois? C'est des pensées qui donnent le vertige. Quand tu y penses, tu te dis, c'est 80 personnes directes, c'est en moyenne, on va dire, comme on est assez jeune, tout le monde n'a pas d'enfants et des conjoints, mais si c'est en moyenne 3 personnes par famille, tu vois, t'es déjà à 240 personnes qui dépendent un peu de l'écosystème. Mais moi aussi, je dépends de ces 80 personnes-là, en fait. On est tous liés. À partir du moment où on travaille ensemble, eux, ils dépendent de moi et moi, je dépends d'eux. Et c'est là où c'est beau, je trouve, cette entreprise. C'est qu'on galère ensemble. Des fois, il y a des difficultés. Dans les bons moments, on est ensemble. Mais quoi qu'il arrive, on est ensemble. On vit tous ces moments-là ensemble. Et ça, je trouve que c'est quand même beau. Des personnes qu'on connaissait pas du tout il y a quelques mois qui, aujourd'hui, nos destins sont liés. Et c'est effrayant. Et moi, je pars du principe que tous les jours, demain, la société, elle peut s'effondrer. Il faut vraiment partir de ce principe-là pour pas se reposer sur ses lauriers. Un enchaînement de galères, ça peut arriver. Un contexte politique tendu, ça peut aussi freiner la croissance de l'entreprise. Et il faut rien prendre pour acquis. Et je pense que c'est ça aussi qui nous pousse à ne pas stagner, en fait. C'est que si tu commences à arrêter de te remettre en question, je pense que c'est le début de la chute. On peut pas, à notre stade de croissance, commencer à faire du surplace. Soit on continue à grimper vraiment jusqu'à avoir une structure solide et stable, soit on va couler. D'accord. Tu parlais, on parlait un petit peu au début de la période où tu étais chez Nexta. Il y avait un petit peu de mentoring et tout. Aujourd'hui, je pense que tu as passé un cap déjà par rapport à cette époque-là. Est-ce que justement, toi, il y a quelqu'un aujourd'hui qui te sert de mentor ou tout du moins qui t'aide à te construire en tant que personne, mais aussi en tant que chef d'entreprise? C'est deux sujets, je pense, qui sont assez différents. En tant que personne, ce qui m'aide à me construire, ça peut être des personnes que je rencontre au quotidien. Je pense que toutes les personnes que tu rencontres peuvent te marquer un minimum à leur échelle. Il n'y a pas que les personnes aussi qui te marquent, les voyages, les expériences, etc. Donc au niveau personnel, c'est vraiment très difficile. Bon, bien sûr, il y a les choses classiques que je pense vraiment comme la famille, les parents, les amis. On est la moyenne des gens qui nous entourent. Mais pour le business, on est vraiment chanceux chez Bond, en tout cas, d'avoir certaines personnes qui sont très expérimentées dans leur domaine et qui sont des personnes très bienveillantes, qui nous aident, qui nous donnent des conseils de manière absolument bénévole. Ça peut être des DG d'entreprise, ça peut être des entrepreneurs. Et ça, c'est des conseils, des moments qui, pour nous, on est incapable de les valoriser. Je pense que c'est un fait. On voit que depuis à peu près 2 ans, tu as quand même une actualité qui est très forte. Tu as représenté Madagascar au sommet Youth for Climate, dont les discussions ont préparé COP26. Tu as été panéliste durant la COP27. Bond a été sélectionné par Terraform dans le top 100 des meilleurs projets et entreprises de reforestation en Afrique. Tu as récemment reçu un trophée international aussi
à Séville. Et bon, il y a quelques jours, quelques semaines de ça aussi, tu as reçu un prix décerné par Memento. Dans ton cas, à toi, tu penses, c'est quoi dans ta communication, qu'est-ce qui a fait que tu as pu gagner autant en notoriété dans un laps de temps aussi court, aussi bien à l'échelle nationale du coup qu'internationale? Sincèrement, je pense que c'est pas à moi justement de répondre, vu que c'est pas moi qui nous décerne ces récompenses ou qui nous invite. Mais je pense que la première chose, c'est d'être authentique. D'abord, de faire le fond. Je pense que tout ça, ça arrive parce que d'abord, il y a le charbon au quotidien. Et ces trophées, ces récompenses, ces invitations, c'est uniquement vraiment la face visible de l'iceberg. Et ça montre pas... Si on a, allez, on va dire, un trophée tous les 3 mois, une journée, c'est une cérémonie d'une journée. Tout le reste, les 89 autres jours, on est sur le terrain, on est proche des populations, on n'est pas toujours dans des conditions incroyables. Il y a beaucoup de sacrifices qui ont été faits. Je pense qu'aujourd'hui, il y en a un peu moins, mais pendant ces 3 années-là, et c'est maintenant que je me rends compte. Sur le moment, je ne me rendais pas compte, c'était juste, c'est ce qu'il faut faire. Donc, c'est d'abord le fond qu'il faut travailler, je pense. Et les résultats, ils parleront pour toi. Et après, voilà, le fait d'être authentique, de vouloir partager aussi. Je pense le fait de ne pas garder les choses pour soi, de vouloir inspirer peut-être d'autres personnes. Si j'arrive à inspirer ne serait-ce qu'une autre personne à faire un projet, un impact à Madagascar, c'est bénef. Justement, par rapport à la dernière remise des trophées qu'on a eue, je disais, vu les problèmes à Madagascar, il faut au moins 100 ou 1000 autres bondes quoi, pour qu'on réussisse à régler ce problème. Nous, on sera jamais capable de reverdir tout Madagascar. La mission, elle est trop grande. Ce qu'on fait, c'est une goutte d'eau dans l'océan de problèmes. Et c'est pour ça, en fait, que moi aussi, ça me dérange pas. C'est un effort, je donne du temps, je consacre de l'énergie à ça, à partager ce qu'on fait pour pouvoir inspirer d'autres personnes. C'est vrai que je pense que tu as un parcours quand même très inspirant. Et justement, j'espère aussi que ton discours et les actions que vous entreprenez au travers de Bond, justement, pour inspirer d'autres à créer des projets, comme tu dis, à fort impact positif, en tout cas pour Madagascar. Je pense qu'il y en a vraiment besoin. Tu parlais justement du fait que ce qu'on voit sur les réseaux et autres, voilà, c'est le sommet de l'iceberg. C'est un instant court où on reçoit une récompense et voilà. Mais en amont, il y a énormément de travail dans le processus de croissance de Bond aujourd'hui. Pour toi, qui apporte la vision et qui est le capitaine du navire, c'est quoi ta plus grosse difficulté? Le plus gros challenge pour toi, c'est quoi? C'est une question qui est vraiment, je dirais, il y a plein de champs de réponses potentiels. De manière pragmatique, dans l'entreprise, en tant que Bond, ce qui est très difficile, voilà, nous on travaille dans le reboisement, on dépend donc de la terre, et on sait très bien que le foncier, c'est un enjeu qui est tabou à Madagascar. Ensuite, on travaille avec les populations les plus vulnérables au monde, quasiment, je dirais, à Madagascar. Il y a des endroits, des régions où on travaille, où le taux d'alphabétisation, il est presque égal à 0. Les personnes sont dans l'urgence des besoins, donc elles veulent pas écouter les solutions qu'on ramène. Il faut d'abord leur donner de l'eau, leur donner à manger, avant de leur raconter des belles histoires. Touche pas à cet arbre, dans 5 ans, il va te donner 5 oranges. Ils s'en foutent de ça. Donc on a vraiment ces enjeux-là de travailler dans ce contexte global qui est très compliqué. Ensuite, sinon, en tant que chef d'entreprise, je pense que c'est le fait aussi d'être irréprochable, même si, bien sûr, c'est impossible. Mais pour donner l'exemple, pour motiver les autres, c'est très important Je dirais que c'est impossible de ne pas montrer de faiblesse, parce que le but, c'est pas de ne pas montrer de faiblesse. Justement, je pense qu'un leader doit être empathique, et puis il faut que les personnes puissent se retrouver à travers toi. Mais... comme ce que je disais, où le matin, tu te réveilles, des fois, c'est un peu la flemme. Là, quoi qu'il arrive, tu dois y aller et puis montrer la banane, montrer l'énergie. Et ça, c'est une question de discipline. Et c'est quelque chose de très difficile de se forger une discipline. Ça aussi, ça requiert des sacrifices. Et je pense que pour aller loin sur le long terme, c'est pas une débauche d'énergie qu'il faut. C'est plutôt le faire constamment, être équilibré dans cette énergie. On va revenir du coup vraiment encore à la jeunesse du projet, à ses tout débuts. Le nom même de l'entreprise dont tu es CEO aujourd'hui est inspiré d'un projet que vous aviez à l'époque.
qui devait, je pense, symboliser du coup le lancement de Bond. C'est un projet qui malheureusement n'a pas pu se faire. Quand tu repenses à cette période-là, comment est-ce que toi tu l'as vécu et comment est-ce que l'équipe l'a vécu Ouais, c'était donc Bond. En fait, ça signifie 1 ou 1 million en argot malgache. Et l'idée de base, encore une fois, c'était un moment où on n'avait jamais planté un arbre. C'était de planter 1 million d'arbres en une journée, en un endroit, et ça devait être le premier Guinness des records pour Madagascar. Pour XY raisons politiques, le projet il ne s'est pas fait, ou plutôt on nous a pris notre projet. Et on a gardé le nom, en tout cas, Bond, ça reste ça, parce que même si on n'a pas fait le projet, c'est le projet qui nous a unis, c'est le projet qui nous a vraiment regroupés autour de cette cause. Et ça reste une cicatrice, mais on est fiers en fait de ce passage, on est fiers de ce nom, on est fiers d'avoir osé. Et comment on l'a vécu? Ben moi je me rappelle très bien, c'est le 23, on devait faire le reboisement le 19 janvier 2020. Et même pas un mois avant, le 23 décembre, je me rappellerai toute ma vie, j'étais dans le lit chez moi, je reçois un coup de téléphone. Et là, j'apprends que le projet, qu'on nous a retiré le projet sur lequel on a travaillé pendant 1 an, sur lequel on n'a pas touché d'argent, sur lequel on a déboursé toutes nos économies de nos travails. Et 23 décembre, 2 jours avant Noël, 2 jours avant mon anniversaire. Et là, je préviens Bon, d'abord, je vais voir un peu les responsables pour avoir le cœur net. Oui. C'était très difficile, mais le plus difficile, c'était d'appeler les personnes qui étaient impliquées dans le projet, que ce soit les collaborateurs ou les associés, et de leur annoncer, bah écoutez, là, ça fait 1 an qu'on travaille sur ça, et puis on vient de nous la mettre. Ouais. Et ça, tu vois, c'est les choses difficiles d'un leader, quoi. Il faut assumer, il faut garder la face. Et là, tout le monde s'est juste éparpillé dans Mada. Chacun a passé ses vacances de son côté, sachant qu'on n'était pas que des collègues. Il y en a qui sont mes meilleurs amis, que je considère comme des frères là-dedans. Et il y en a qui sont partis à Tamatave, d'autres à Nosibé. Moi, je suis allé à Majinga avec ma mère. En plus, je me suis dit, ma mère, elle a dit, allez, je t'amène à Majinga, tu déprimes pas à Tana comme ça. Plein cyclone, on n'a pas pu sortir de la chambre pendant 1 semaine. Ah. Là, il y avait, j'ai coupé tout avec le reste du monde, quoi. J'avais juste besoin de me recentrer sur moi-même. À ce moment-là, j'ai remis toutes les options sur la table. Est-ce qu'on continue Bond? Si oui, est-ce que quelqu'un va me suivre encore? Est-ce que je vais me retrouver comme le seul là à encore y croire? Et là, je me dis, tu deviens fou. Est-ce que je vais retrouver un travail à Tana? Peut-être retravailler dans les industries que je connais? Est-ce que je repars à l'étranger? Vraiment, je me suis remis toutes les options sur la table. Et le premier jour où je suis rentré à Tana, on a parlé avec 3 des personnes qui étaient aussi très impactées par ce projet. Et les 3 personnes ont dit, OK, on a eu ce coup, mais nous, on veut rester, on continue le projet, quoi, let's go. Ouais. Juste, OK, on va modifier quelques petites choses, on va revoir le business model, on va revoir la façon de faire le projet. Mais ils m'ont dit, ouais, on suit. Et là, je me suis dit, mais ces 3 mecs-là, je les emmène à la guerre, quoi. Ces personnes-là, tu sais que tu pourras leur confier tes enfants plus tard, ou tu sais que tu pourras vraiment les amener dans les pires situations, parce qu'on était au plus profond et plus personne croyait en nous en ce moment-là. Tout le monde était plutôt en mode, ah, on vous l'avait dit, nanani, nanana. Ah, c'est sûr, ils ont fait confiance à telle personne, etc. Il y avait que 3 personnes qui ont cru. Et la preuve, aujourd'hui, ces 3 personnes, elles me sont encore chères. Il y en a encore 2 qui sont dans Bond. C'est quelque chose de dingue, quoi. C'est vraiment une aventure humaine vraiment incroyable, hein, purée, de pouvoir rebondir comme ça après un tel coup de massue. Bon, c'est difficile à imaginer parce que moi, je l'ai pas vécu, mais franchement, chapeau. Et au final, l'histoire vous aura donné raison, hein, je pense. Heureusement que vous avez continué. Et puis je pense que même aujourd'hui, vous n'êtes pas très loin finalement des 1 million avec tout ce que vous avez fait comme... Là, je pense qu'on a dépassé le million d'arbres, mais pour l'instant, on n'a pas fait encore un gros tam-tam dessus. Ouais. On est en pleine saison, en fait, actuellement. Ouais. On est en pleine saison de reboisement. Donc, on va vite vous prévenir quand il y aura quelque chose de concret à présenter. Hein. Ah, c'est excellent. Juste peut-être pour les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent, après justement avoir vécu cette phase difficile, quand vous vous concertez entre vous et vous vous dites, OK, on va rebondir, comment est-ce que vous êtes arrivé avec l'idée qui aujourd'hui donc est au centre du business plan de Bond, qui est
d'accompagner les entreprises dans la RSE. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se dire, ah ouais, c'est vrai, ça paraît normal. Mais il fallait y penser à ce moment-là, en fait. Aujourd'hui, ça paraît évident. Voilà, exactement. Et comment vous avez fait justement pour arriver à ce stade-là? Est-ce que vous avez fait ça entre vous? Ou est-ce que, je sais pas, vous êtes inspiré peut-être de quelque chose que vous avez vu ailleurs? Ou est-ce que vous avez parlé avec des gens et c'est eux qui vous ont dit, pourquoi vous faites pas ça? Bon, déjà, par rapport à la question précédente, j'avais oublié de préciser que planter 1 million d'arbres en une journée en un endroit, c'était vraiment une idée ridicule, quoi. Dans le contexte malgache, etc. Je me rappelle très bien, la première fois qu'on a planté des arbres, c'était 1500 qu'il fallait planter en une journée, 1500. Au bout de 10 minutes, on s'est regardé avec les gars droit dans les yeux, on s'est compris tout de suite, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on avait dans la tête en essayant de planter 1000 fois ça, quoi. Ouais. Et du coup, on savait que ça, c'était mort, quoi. Il fallait oublier ces projets à très grande échelle, faut pas sauter les étapes. Et le jour de la discussion, là, quand on était à 4, on s'est dit, allez, on continue. Les conditions, c'était, on fait des plus petits projets, on fait plus d'accompagnement paysan, parce que, voilà, l'enjeu du foncier, il faut oublier de trouver une parcelle de 100 hectares qu'on veut reboiser d'un coup à Mada, quoi. C'est impossible. C'est sûr que sur les 100 hectares, il y aura au moins 50 personnes qui vont dire le terrain, il m'appartient. Donc, ce qu'il faut, c'est aller travailler chez les paysans. Mais c'est plus difficile parce que du coup, c'est des parcelles éclatées. Il faut transporter les plants sur les différentes parcelles. Il faut faire des études sur différents types de sols. Il faut faire des études sociales avec différents paysans. Donc, c'est vraiment plus compliqué. Mais en fait, c'est en analysant les problèmes. Il faut qu'un entrepreneur soit flexible. Il faut pas du tout avoir une idée arrêtée, quoi. Et ça, c'est ce que je reproche à pas mal de personnes qui sont fortes pour faire des business plans, des business models, des idées, des études de marché, etc. Le contexte, il évolue à chaque moment. Là, on est au moment T. On fait sa stratégie, on essaie d'anticiper qu'est-ce qui se passera à T+1, etc. Mais à T+1, tu dois tout refaire à nouveau parce que tout a changé. Toutes les variables ont changé, tous les paramètres sont différents. Et l'entrepreneur doit être humble et se remettre en question. Parce que le monde, il évolue constamment et jamais exactement comme ce à quoi tu t'attendais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça me rappelle, c'est marrant parce que quand je discute avec certains des invités ici, ça me replonge un petit peu à l'époque où du coup, j'étais encore étudiant et justement on travaillait sur tout ce qui est business plan, tout ça. Et on faisait des exercices où il fallait planifier les choses sur 5 ans. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que, comme tu dis, avec le monde qui évolue à une vitesse incroyable, je sais pas si c'est quelque chose de possible et de forcément pertinent, quoi. En fait, tu peux avoir une vision. C'est important de se dire qu'est-ce que j'aimerais devenir dans 5 ans. Et puis, ça permet aussi d'embarquer l'équipe là-dedans. C'est un peu une vision. Mais dès l'année prochaine, tu te refais une vision pour dans 5 ans. Qu'est-ce que c'est quoi il faut réorienter en permanence. Parmi les ambitions de Bond, il y a l'expansion justement au niveau de l'Afrique subsaharienne. Dans ta vision à toi, est-ce que c'est quelque chose que tu penses faire prochainement ou est-ce que tu préfères attendre de pouvoir implanter l'entreprise et ses actions dans les 23 régions de Madagascar? C'est un dilemme auquel on est souvent confronté et puis donc je vais pas trop m'engager au cas où on va me dire il avait dit ça il y a un an. Mais on a déjà très souvent sollicité en fait pour des projets dans d'autres pays en Afrique, surtout en Afrique subsaharienne. Et voilà, c'est une source de fierté parce que ça veut dire qu'on a réussi à taper dans l'œil d'investisseurs, de porteurs de projets, des professionnels à l'international. Et à la fois, on se dit, est-ce qu'on peut partir de Mada sans avoir fini le taf ici? Mais après, c'est quoi finir le taf ici? Pour moi, tant qu'il y aura des personnes qui mourront de faim à Mada, on n'aura pas fini le job. Et est-ce que ce sera possible de voir ça de notre vivant? J'espère vraiment. Mais je me dis, pourquoi j'irais faire un projet au Sénégal alors qu'il y a encore des compatriotes à moi qui meurent de faim? Et c'est assez complexe, donc pour l'instant, on réfléchit vraiment dessus. Mais bon, je pense quand même qu'on ne pourra pas passer à côté d'une expansion continentale. On arrive bientôt sur la fin de notre discussion. Il y avait, lorsque je faisais mes recherches, en fait, une interview que tu avais donnée il y a plus ou moins 2 ans, où tu disais que justement, au début, toi et les personnes qui t'ont accompagné dans l'aventure, vous n'aviez quasiment aucune connaissance sur tout ce qui était reboisement, l'impact de la météo sur les activités que vous voulez lancer et tout ça. Et ce que je trouve génial, et j'espère vraiment que les gens qui nous regardent ou qui nous écoutent pourront s'en inspirer, c'est de dire que même si de base c'était pas votre
secteur, on va dire, de prédilection. En tout cas, les études que vous avez faites à la base n'étaient pas forcément orientées dans ce domaine. En mettant la main à la pâte, en confrontant vos idées et hypothèses à la réalité sur terrain, vous avez réussi à construire quelque chose de grand et qui a un fort impact. Donc, j'espère que ça pourra vraiment inspirer et encourager les gens qui ont peut-être aujourd'hui envie de se reconvertir ou tout simplement de se lancer dans un domaine qu'ils estiment ne pas trop connaître en tout cas. Donc vraiment merci pour ce partage, Max. Et puis je souhaite que de bonnes choses à toi et à Entreprise Bondi. Merci pour l'invitation et puis je te souhaite à toi et ton émission de vivre encore de belles aventures. Merci beaucoup.